Yo, ou re, pour ceux qui étaient là tout à l'heure. Nous allons passer aux essais du Grand Prix de France, incroyable. Alors je vous remets l'image dans quelques secondes, le Un temps de peu plus préparer neutre tout avec ça. Verstappen Je vous troisième, mets Perez déjà le son de quatrième, avec canal pour vous deux occuper. monoplaces Red Bull, Ocon et Gasly dans le top 10, en cinquième et huitième, suivi de Ça Norris et commence dans Tsunoda 3 qui minutes. découvrent cette piste au volant d'une Formule 1. Charles Leclerc était 11e avec sa sortie, Carlos Sainz n'a pas pu pleinement profiter de son train de gomme rouge. Thomas. Julien, on s'attarde sur Pierre Gasly. Quoi de mieux pour un pilote français que de réussir un podium? C'est ce qu'a fait Gasly il y a 2 semaines en Azerbaïdjan. Juste avant son Grand Prix national, il a Pierre gonflé Gasly. à bloc le pilote normand. Oui, évidemment, ça lui fait extrêmement de bien. Il arrive ici en terre française, auréolé d'une victoire en Formule 1, c'était l'année dernière à Monza, et d'un podium il y a 15 jours, acquis en plus, Jacques, de fort belle manière. Hein. Oui, agressif. Grâce à l'erreur de Lewis Il est présent, Hamilton. il a commis quelques erreurs en début de saison, mais globalement il est présent sur cette saison, il pilote bien, surtout que ce n'est pas une équipe de premier plan, et il montre tout son talent et aussi sa force mentale. Et on va l'écouter, Pierre Gasly, évidemment. Il est très heureux de retrouver son public. On a 15 000 personnes, donc c'est mieux que rien. C'est pas aussi bien que si tout était... non, c'est sûr que ça fait plaisir déjà de pouvoir être en contact avec un peu plus de monde, d'avoir des fans autour de la piste, de revenir ici en tant que vainqueur de Grand Prix en Formule 1 aussi, c'est assez particulier. Et rien qu'à l'hôtel ou quoi, il y a beaucoup plus de personnes, de gens qui sont là pour me soutenir et c'est vrai que ça fait très plaisir. J'imagine que ça fait plaisir, Voilà, effectivement. 27 Pierre degrés sur la Gasly. piste et cette image, ce cadre si caractéristique que tous les amateurs, les amoureux de sport automobile français connaissent bien. On est bel et bien au Paul Ricard, on est bel et bien au Castellet. Et nous vivons dans 2 minutes avec vous, Julien, la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix de France 2021. Et le Grand Prix de France 2021 qui pourrait peut-être réserver quelques surprises. En tout cas, ce matin, la première séance a confirmé que l'entame d'un week-end au Castellet n'était jamais simple. La piste était piégeuse, les pilotes s'en sont rendus compte. Les pneus ont été assez maltraités rapidement dans cette séance, mais si on se souvient d'il y a 2 ans en arrière, c'était notamment pour Charles Leclerc, dès le 4e virage qu'il avait dit, je fais 4 virages, j'ai plus le pneu. Là, ça a duré un petit peu plus longtemps quand même. Oui, c'est le dernier secteur qui est un peu compliqué. On voit que la piste glisse beaucoup. Par contre, on a retrouvé des écarts entre les équipes. On n'était plus habitué lors des Grands Prix précédents, mais là, oui, clairement, il y a des petits écarts qui se sont creusés. Préparation générale dans la voie des stands à 1 minute et 21 secondes du début de la deuxième séance d'essais libres. Alors, Mercedes n'ont jamais remporté une séance sur ce circuit en essai libre depuis son retour au calendrier. Non, où ils ont toujours fini au sommet. Oui, c'est l'inverse. Qu'est-ce qu'il raconte, Julien? Il se perd, il se perd. Alors, il est finalement dans sa voiture, Max Verstappen. On s'inquiétait tout à l'heure avec Laurent et Franck qu'il y ait un éventuel retard de préparation sur sa monoplace, mais il est casqué, il est prêt. Le train avant qui ne fonctionnait pas, hein, si on s'en réfère aux radios diffusées pendant la première séance d'essai libre, n'arrivait pas à faire fonctionner, à valider le train avant. J'ai l'impression que la plupart des monoplaces, des pilotes avaient des problèmes avec le train avant. Et donc les voitures étaient assez difficiles à piloter, en difficulté pour les rejoindre les points de corde, sortaient large des virages, et en même temps cela leur occasionnait parfois des jolis travers. Regardez au-dessus du nom de Paul Ricard, l'initiateur, le fondateur, le pionnier de ce circuit, les drapeaux qui sont agités assez violemment. Il y a du vent, beaucoup de vent sur ce tracé, un vent qui souffle pour l'instant dans le sens de la ligne droite de départ-arrivée. Et la séance, deuxième séance du jour qui peut donc commencer. Drapeau vert au Castellet pour le lancement de la FP2. Sortie des stands immédiatement, gomme jaune pour les premiers pilotes que l'on aperçoit, à savoir ici Kimi Raikkonen, suivi de George Russell qui débute son week-end au volant de la Williams puisqu'il avait cédé sa place ce matin à Roy Nissany. On n'a pas vu de gomme jaune utilisée ce matin. Il y a eu de la gomme blanche, de la gomme rouge. Il y a eu un ou deux pilotes, je vais vous le dire.
Charles Leclerc a utilisé un petit peu de gomme jaune et Nicolas Latifi sur un premier relais. Ce sont les deux seuls à avoir passé un train de gomme jaune. Sinon, tout le monde a roulé gomme blanche et gomme rouge, la plus tendre des trois, comme toujours. C'est parti donc pour cette deuxième séance. L'asphalte refait, l'enrobé posé à nouveau il y a au moment de l'annulation du Grand Prix de l'année dernière. Et il reste une bosse, c'est au virage 5, virage là, on le voit lorsque les pilotes changent de direction. Russell qui n'était pas content de ne pas rouler ce matin, de céder sa place au troisième pilote. Là, Mazepin, s'il a fait sa procédure, il m'a semblé qu'il la faisait de loin, sa procédure, par rapport à Salut Thomas, ça va et toi? On n'a pas entendu sa radio. Mazepin dont on parlait tout à l'heure sur le plateau en notre compagnie et en compagnie de Thomas Sénécal, Mick Schumacher qui réévoquait l'incident de Bakou. Bon, on comprend bien dans les propos de Mick Schumacher que oui, il a fallu tourner la page parce qu'on ne va pas passer 10 ans sur l'incident, mais que lui non, il ne l'a pas oublié et que ça n'est pas vraiment pardonné, même s'il ne le prononce pas comme ça. Et donc l'explication de son coéquipier ne lui a pas plu. Ah non, clairement. Puis c'est bien, ils n'ont pas la même version des choses parce que Mick Schumacher a expliqué après la course de Bakou qu'il y avait eu d'abord une réunion entre Gunther Steiner, Hayao Komatsu, le patron des ingénieurs, et Nikita Mazepin. Ces trois-là se sont retrouvés dans la même pièce, puis ils ont fait rentrer Mick Schumacher et là, c'est là que les versions divergent. Mick Schumacher dit il s'est excusé pour ce qu'il a fait, Nikita Mazepin, et Mazepin dit non, je ne me suis pas excusé pour ce que j'ai fait, je me suis excusé de lui avoir fait peur. Donc, il refuse évidemment publiquement de dire qu'il s'est excusé. Je pense que devant Steiner, il a quand même dû présenter quelques excuses à son coéquipier. La Williams qui se marie parfaitement bien avec les bandes bleues au bord du circuit. Espérons qu'elle ne s'en approche pas trop tout de même. Il arrive sur une piste bien gommée, Russell, pour se mettre en œuvre. Cet enchaînement des S de la VR, virage 1 et 2 qui ont posé des problèmes ce matin aux pilotes, notamment en sortie du 2. Le pilote sortait large, sortait sur les après je sais pas s'ils ont enfin conclu leur monoplace, mais de toute façon c'est un tracé qui leur va bien. Paul Ricard, c'est vraiment le tracé typique sur lequel ils sont forts. C'est pas un tracé en ville, etc. C'est moins piégeux, c'est plus prévisible. Donc la voiture est vachement performante dessus, quoi. En direction de la chicane nord. Mais effectivement, oui, je pense qu'ils seront devant Red Bull ce week-end. À moins d'une grosse surprise, on sait jamais, mais je vois ça comme ça. Vous n'allez pas faire coucou aux 5000 personnes qui vont s'installer dans les tribunes ici, Jacques? Si ça avait été un joli virage, peut-être, mais là on rate d'avoir une ligne droite incroyable qui était toujours une spécificité de ces circuits par le passé. Donc c'est dommage. 307 km/h avant la chicane de la Sainte-Baume et 293 km/h au moment de rentrer dans Signes. Ces deux morceaux de ligne droite qui font respectivement 950 mètres à la sortie de la Sainte-Baume jusqu'à la chicane et puis après cette chicane nord 600 mètres jusqu'au virage de Signes. Information fournie par Laurent Dupin, contremaître sur le circuit Paul Ricard depuis des années. Et ce dernier virage où les pneus, parfois sur des tours qualifs, Jacques, commencent à pleurer dans ce dernier virage. On l'a vu ce matin, les pilotes souvent en glisse. Ils ne préservent plus leur gomme dans ce dernier virage de toute façon, mais c'est toute une section de piscine qui est constamment en appui et qui surchauffe la gomme arrière. Non, c'est pas Mazepin, c'est Mick Schumacher. Voilà un retour de confiance à et Vettel, effectivement. Ce matin et une rupture douloureuse pour ses pneus et pour son aileron arrière très endommagé. Oui, il a perdu le contrôle de sa monoplace sur un blocage de roue arrière en rétrogradant. Très lent virage du pont, dernier 15e virage du circuit Paul Ricard avec pour Sébastien Vettel une marque en 1:34.9, le meilleur temps fixé par Valtteri Bottas ce matin, 1:33.448 sous les yeux des membres de la
la passerelle de commandement Aston Martin qui renforce ses rangs, Jacques Villeneuve, puisqu'on a appris hier que Aston dérobait à son voisin, mais néanmoins ami, ou pas trop en fait, Luca Furbato, qui va rejoindre, qui ne sera disponible que dans 6 mois, l'ingénieur italien qui va rejoindre l'écurie Aston Martin. Il deviendra directeur de l'ingénierie chez Aston Martin. Qui prend de l'ampleur. Andrew Green, oui. En ayant un constructeur comme propriétaire ou constructeur, même si ce n'est pas une équipe constructrice. Esteban Ocon qui va préparer au mieux son tour. C'est l'essai de la marque par rapport à Pierre Gasly. Et Vettel qui se plaint de sa voiture. Ça va pas très bien pour Sébastien Vettel. Ce début de week-end, compliqué. On est loin des résultats de Monaco et d'Azerbaïdjan. Esteban Ocon dans le premier secteur et cette marche que l'Alpine on a vu là avant bien se décoller de l'asphalte. C'est la voiture qui l'encaisse le moins bien, ce petit. Oui, ça veut dire qu'elle a un train avant très rigide, en roulis en tout cas, et un train arrière souple. Piste surchauffée à 47 degrés. Pour l'instant, 27 degrés dans l'air, Varrois. Et le record de la piste ici fixé par Lewis Hamilton en 2019 à l'occasion de la qualification. 28 319. Avec cette vue d'hélicoptère, on voit la vitesse des Formule 1. Alors, drapeau jaune, Mazepin. Dans le dernier virage. Ouais, Mazepin est allé, semble-t-il, à la faute dans le dernier virage. Avec son coéquipier, non pas avec son coéquipier quand même. Alors, que lui est-il arrivé ? Les pilotes qui ont ralenti. Qu'est-ce qu'il a fait Nikita? Cette fois c'est lui qui a commis une erreur apparemment. Match sur Suède-Slovaquie, 10e minute sur 0. Bon alors ça, Suède-Slovaquie, je m'en fous complètement de ce match. Alors demain, on rappelle qu'il y a France-Hongrie en même temps que les qualifs, à la même heure, 15h. Ça c'est dommage par contre, d'avoir mis les deux en même temps. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, je parlerai aussi du match de France-Hongrie, je pense. Pendant les qualifs, ce sera un double live. Et on finira le live à la fin du match de l'équipe de France. Et Mazepin qui a fait des tacles bêtes. Tout simplement. Voilà pourquoi il y a eu le drapeau jaune. Bravo à toi, Nikita. Et on voit pas l'expression faciale de Günther Steiner. Parce qu'il fait du yoga maintenant. Je dirais plutôt caché par son masque, mais oui, c'est du yoga derrière son masque. Dans sa tête, Günther Steiner se dit... Un cercle est un carré est un cercle. Tout le monde se gêne dans la courbe de signe. Aucun pilote qui n'était sur un tour lancé. Et je vois mal comment d'ici la fin de la saison, Jacques, ça pourrait ne pas mal se terminer entre Mazepin et Mick Schumacher, parce qu'ils évoluent toujours à peu près dans le même secteur du circuit, vu leur niveau de performance, donc ils sont coéquipiers et rivaux pour les mêmes positions. Et je trouve que Mazepin tarde quand même à retenir certaines leçons. Il en apprend certaines, mais pas toutes. Et j'ai peur qu'un jour ça finisse par se toucher, que Mick Schumacher, par exemple, ne fasse pas d'effort un jour pour éviter l'évitable. La différence entre les pilotes, c'est que Mick Schumacher est un pilote Ferrari, prêté ou donné à Haas, loué à Haas. Haas est financé par le papa Mazepin, qui supposément va racheter l'écurie. Donc déjà, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Oui, les rumeurs s'intensifient pour un départ de Russell chez Mercedes, effectivement. En 2022, il remplacerait Bottas qui reviendrait chez Williams. Il n'a pas trop le choix, hein. Il ne peut pas aller en Valtteri. Soit c'est ça, soit il quitte la F1, tout simplement.
sans faire de développement sur la voiture 2021, ce sera quand même difficile pour nous. Donc comment déjà préparer pour en tout cas ils auront la voiture version 2022 qui sera très différente, mais ils s'attendent à une monoplace. Si c'est la réglementation 2022 boulonnée sur la voiture actuelle, ça va mal se passer. C'est impossible. Oui, mais si le nouveau dessin est une évolution de la voiture actuelle, ça n'ira pas. Ils achèteront un maximum de pièces comme toujours à Ferrari. On sait qu'il y a maintenant un département As, une entité à Maranello totalement dédiée à As avec des ingénieurs à la tête desquels Simone Resta. Et voyons maintenant avec quels moyens ils pourront évoluer. Pilotage agressif, malheureux à Bakou, il était sur une belle passe. Alors sur les commentaires sur ma chaîne TBF1 concernant Lewis, on me dit pourquoi être si radical, il a peut-être pas fait exprès, c'est peut-être un problème technique indépendant de sa volonté, etc. Non les gars, à un moment donné, c'est de sa faute. Hein. Moi je suis fan de lui, je suis objectif, c'est de sa faute, clairement, hein, Lewis. C'est lui qui a fait l'erreur, voilà. C'est pas un problème technique de la voiture. Hein. Faut arrêter de défendre. Hein. Là il perd 18 points minimum, 25 points maximum. Franchement ça fait mal au championnat quand même. Pour lui en tout cas. Pour nous évidemment ça reste serré donc c'est bien mais... L'écart se creuse de nouveau de manière assez importante. Ocon à 1 seconde 3, Alonso à 2 secondes du meilleur temps. Raikkonen et Giovinazzi qui ont plutôt bien performé ce matin avec un Giovinazzi 12e et un Kimi Raikkonen 13e mais qui n'avaient pas mis bout à bout tout leur secteur, dommage. Il y avait potentiellement 5-6 dixièmes de plus à aller chercher. Verstappen qui a légèrement mordu les vivants, on a vu la voiture sautiller et vibrer. Mais ça n'a pas été le fond plat, heureusement. Ah si, il a perdu un bout d'aileron. Ah oui, un morceau important même. Ah ouais, il ne faut pas y aller sur ces vibreurs. Ici Mick Schumacher au même endroit qui lui les évite avec ce gros survirage bien rattrapé. Et Mick Schumacher qui part à la faute à son tour, qui sort de la piste. Et il y a un VSC apparemment. Bottas a 3 solutions. Aïe, arrête de griffer le chat, putain. Enfoiré de chat. Bottas a 3 solutions, rester chez Mercedes, mais en même temps que 3ème pilote, ou aller chez Williams ou Alfa Romeo. Alors là, je doute que Bottas accepte de rester 3ème pilote chez Mercedes. Hein. Ce serait un véritable affront. Hein. Du coup, alors Alfa Romeo, oui, à la limite pour remplacer Kimi. Mais bon, à voir. Alfa Romeo Williams, ce serait aussi de chance, je pense. Bonjour Abdel. Oui Julien, c'est ici en fait que tout se passe, en fait les vérifications techniques, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Le jeudi soir, il y a la queue dehors avec toutes les machines qui sont exposées et on vient monter la voiture tout simplement d'abord sur ces bascules ici, qui sont un petit peu réglables en fonction de l'empattement de la voiture tout simplement. On va mesurer le poids par roue, on va mettre aussi des cales dessous pour être sûr que ça marche bien. Et les ailerons c'est pas compliqué. Avec ces morceaux de carbone ici qu'on vient situer tout au long de la voiture pour être sûr que ça fonctionne, que les dimensions sont respectées. On vient ensuite charger ces poids. Jacques Villeneuve qui y allait souvent à la salle de sport, vous savez bien ce que c'est. Eh bien on va charger l'aileron arrière, c'est 10 kg chaque. 10 kg et 20 kg pour les blancs. On va charger tout simplement cet aileron jusqu'à un certain niveau et on va voir tout simplement. Peut-être en rallye, effectivement, Lionel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Eh oui, si ça pique, c'est pas conforme. Jacques, rassurez-moi, vous soulevez plus que ça quand vous allez à la salle de sport. Ouais, et les bras ne plient pas. Et vos bras ne plient pas. Ils sont rigides. Et oui, ils sont renforcés ce week-end, vous le mentionnez. Franck, les contrôles sur l'aileron arrière. La pièce, elle a bien volé. Ah oui, il l'a arraché sur le dernier vibreur. L'avant-dernier. Ouais. Mais les ailerons avant sont larges, trop larges, et avec un peu de roulis, se rapproche du sol. Pas passé loin de l'Alpha Tauri. Ou plutôt l'Alpha Tauri n'est pas passé loin de ce débris. Donc là, un changement d'aileron pour Verstappen. Ce petit dégât. 100 000 Oh,
un aileron avant, oui, c'est à peu près ça. C'est la valeur estimée. Il n'y a pas de prix. Hein. Vous nous demandez souvent sur les réseaux, mais combien coûte telle ou telle pièce? Il n'y a pas un prix public parce que ce sont des pièces d'orfèvrerie rares. C'est quasiment de l'artisanat unique. Et donc, des séries aussi limitées de ces voitures, eh bien, font qu'il n'y a pas un prix public. C'est le prix que certains veulent bien l'acheter des fois. Oui, Quand on vend oui, cher, de toute façon, le prix, c'est toujours l'offre et la demande. Exactement. Mais on estime avec le coût de développement, le coût des matériaux, le coût de la main-d'œuvre, qu'un aileron avant a une valeur. Oui, ça semble être le plus probable, un échange entre Russell et Bottas, effectivement. Il reviendrait donc chez Williams après avoir quitté l'écurie pour aller chez Mercedes. Ça serait un gros retour en arrière pour lui. Alors peut-être que la Williams serait performante l'année prochaine, je sais pas. Mais ça paraît quand même peu probable. On verra comment ça se passe. On a hâte de savoir la fin de tout. Avec la gomme dure, ça se passe plutôt bien. Ça fonctionne mieux l'Alpine ce week-end. On rappelle le changement de système de direction assistée pour Fernando Alonso dès le Grand Prix de Monaco, rejoint ce week-end avec cette même nouvelle direction assistée par le Français Esteban Ocon. Pour Alonso, pour Charles Leclerc. Salut professeur. Les pilotes Aston Martin, eux, ont choisi de débuter avec de la gomme rouge. Alors, analysons, Jacques Villeneuve, Ce qu'il ne faut pas le faire. comportement de l'Aston Martin, voiture de sécurité. On va la s'ouvrir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit abonnement à la chaîne évidemment. On ne le répétera jamais assez. Il faut respecter la Il faut aller piste sur ou la piste alors d'atterrissage. c'est ça. Dans l'entonnoir, ici, ressortir. Attention de ne Elle n'est pas large, hein, La fin de l'entonnoir n'est pas large. C'est pour ça que c'est un entonnoir. Alors, Carlos Sainz nous montrerait-il l'exemple avec... Ah bah oui, lui, il a été voir Peut-être parce directement. qu'il y avait du trafic qui arrivait. Ou... Et on se souvient qu'il y a... Ah, et regardez comme ça glisse. Ah, énormément. Il a été la tester, mais oui, ça glisse énormément. Zone très sale, très poussiéreuse. Ouais. On se souvient d'un Sergio Pérez au volant de la Racing Point à l'époque, il y a 2 ans, qui au départ avait court-circuité. Bottas il est en forme, cet endroit. effectivement. Il avait quand même Ferrari n'y arrive pas et respecté Vettel cette se dit piste, je suis devant entonnoir. l'écurie qui m'a mis dehors. Du temps, il avait pris 5 secondes de Oui. pénalité. C'est pas tout de respecter. Bon après je la pense que zone, Ferrari c'est bon ils gagner vont du temps, redresser c'est- la barre hein, quand ça même marche d'ici la pas, fin c'est de pas- Donc, les d'ici commissaires la ne sont pas surpris. fin des D'ailleurs, essais. Yannick Dalmas, le Pour les pilote qualifs je français, pense qu'ils seront mieux placés que ça, j'espère du moins pour eux quand même parce que d'endurance et des 24 heures passer du d'une- Mans, 24 heures du Mans, Yannick Dalmas, une qui est superbe officiel course pilote à Monaco et à Bakou, pour faire ça c'est un peu moche. Et devant, eh bien, les belles montagnes derrière. Très vous. bien Vous professeur, êtes, merci vous à sur toi. les terrasses du paddock du Ah non, Castellet. je ne suis pas sur le terrain, je suis juste sur Non. les escaliers. Oh, Parce que pas, oh là. La terrasse est interdite, Malheur, attention, malheur. oh là là. C'est comme aller voir chef cuisinier tout à l'heure, monsieur Vérité. On n'a pas le droit. Regardez un petit peu. Alors, le public là-bas, déjà, ça change. Normalement, on a que des tribunes qui sont complètement vides. Donc ça fait déjà du bien. Ensuite, on a le motorhome des pilotes qui sont juste derrière ici. Vous voyez que c'est un peu tout compacté dans la pinède varoise. Et puis, cette énorme terrasse ici, de chez Aston Martin. Ici, ils viennent pour 3 jours. Ils ont une terrasse, je pense, qui peut abriter au moins 100 personnes par étage. C'est un concept, c'est différent. Et puis, pour le petit plaisir, vous savez, on aime bien rentrer dans les endroits un petit peu improbables. Je vous propose la boîte de vitesse centre arrière de la Red Bull, ça vous intéresse? Ah bah oui, absolument. Et comment? Oh le tricheur. Oh le tricheur. Mais alors, on en voit des choses. Elle est belle. Ah oui, elle est belle. Vous voyez le train arrière de cette monoplace. Bon, c'est des pièces auxquelles on n'a pas normalement beaucoup accès, mais il a les yeux partout, Franck, c'est tout. Bravo, Voilà. bravo. Ah oui. Ah bah faut pas lui la faire. Hein. C'est là que je reconnais l'esprit pilote de Formule 1. Il y a une petite Toujours aller chercher des possibilité. petits trucs, ouais. Eh ben on passe. Vous ouvrez la porte. Franck s'occupe de l'ouvrir complètement. Vous Si elle est pas entrerez. ouverte, il faut l'ouvrir. Exactement. Bottas, lui, il n'ouvre pas le chrono pour l'instant parce qu'il n'améliore pas. Mais il avait pris le record dans le premier secteur. Passage à la gomme rouge. Ouais, là, le passage à la gomme rouge pour l'instant ne fonctionne pas parce que il y a une perte d'adhérence dans le dernier secteur, dans la partie sinueuse.
Et les pilotes vont avoir du mal à la faire fonctionner cette gomme. Là, ce sont les plots des virages 1 et 2, le virage 2 en l'occurrence. Et on a vu tout à l'heure, selon l'angle avec lequel le pilote arrive, il ne peut pas faire le contournement des deux plots. C'était le cas de Verstappen. Là, on a vu que les plots avaient été rajoutés virtuellement parce que Elle les a traversés. Ah ouais, c'est en... ce circuit, je l'aime pas non plus, hein, franchement. Ah oui, à ne là, pas non, faire. non. Il y a les couleurs bleues, rouges qui pètent les yeux déjà. Il y a des dégagements partout. Enfin bref, c'est vraiment de la merde. Ce qui ne pourrait pas être un peu indulgent si vraiment il n'y a pas de gain. Il faut vraiment qu'on change de circuit pour le Grand Prix Il de faut aller France. chercher les plots aussi. Ah oui, il faut aller les chercher. Si c'est pour les shooter, franchement, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Je regardais hier la course de 95 à Manicourt, au final, bon, ils se dépassaient pas à l'époque non plus, ils avaient du mal évidemment parce qu'il n'y avait pas de DRS. Mais je suis sûr qu'à Manicourt, avec le DRS, je pense que ça peut se dépasser plus facilement déjà. Il y aurait peut-être plus d'action parce qu'au final il y a des graviers et tout. Il n'y a pas des dégagements comme ça quoi. Donc je pense que ce serait bien d'envisager de retourner à Manicourt. Doublé Mercedes ce week-end, bah écoute, pour l'instant c'est bien parti pour l'écurie. Après on sait pas, il peut se passer des choses en course. À la régulière possiblement, mais bon, on sait jamais. Alors, Max Verstappen, commence-t-il ou non à trouver des solutions? Si on en croit le pronom, on serait tenté de dire non, pas pour l'instant. Le regard perçant du néerlandais qui voudrait bien percer les mystères de son train avant et de réussir à le faire fonctionner. Le faire fonctionner sans perdre l'adhérence du train arrière. Il ne faut pas non plus déséquilibrer la voiture. Complètement. Voilà des images que l'on aime voir, du monde dans les tribunes. Franck nous les montrait. Et ces passionnés de F1 qui se sont rendus sur le circuit à la chicane nord. Vous êtes quasiment déjà aujourd'hui 15 000 sur le circuit Paul Ricard. Et bien pour ceux qui ne peuvent pas être présents ici, soyez les bienvenus sur les antennes de Canal+ tout au long de ce week-end. Vous ne ratez rien de ce qui se passe en piste et les à côté. Alors au Mans, ouais, je sais pas trop. Donc peut-être que le circuit du Mans est un peu grand pour la F1 quand même. Mobilisé pour vous ce week-end. Ou sur le circuit Bugatti à la limite. Commencez à regarder le sport auto. Du moment qu'on se protège bien Why les not? oreilles, c'est tout ce qui compte. Ah, Faut aller envisager aussi. Ah, voir. oui, mais les oreilles d'enfant. Le Grand Prix de Malaisie pourrait revenir la saison C'est prochaine. fragile les oreilles d'enfant. Ça, Allez, Les oreilles de je sais pas trop. Ça reste Les à vôtres voir. sont Je suis pas sûr de fragiles, ça ouais, quand même. tellement entendu. C'est des rumeurs, mais bon, des bêtises. pas certain de ça. Hein. Des fois aussi, c'est vrai. Allez, pas de bêtises, surtout pour Sergio Pérez, le dernier vainqueur en date d'un Grand Prix de Formule 1. Qui veut Ouais, mais faut en parler à la FOM, les gars. Écrivez-la. Il faut le circuit du Bugatti au Mans. Il faut qu'il soit proche de son coéquipier pour pouvoir faire le jeu contre les Mercedes. Et on n'hésite pas à le dire ouvertement, on peut reconnaître cette honnêteté dans le clan Red Bull, notamment par la voix de Christian Horner, en disant on doit utiliser aujourd'hui Pérez comme Bottas, c'est-à-dire un lieutenant pour son chef de file. Pas sûr que le pilote, quand il lise ses propos, Ah oui, d'accord, 89. et apprécie, Effectivement. mais Il le sait, Ça il le remonte. savait en joignant Ça te son rajeunit pas, écurie. tout ça, dis donc. Il améliore son premier secteur. Ce n'est pas dans le rythme de Bottas. Pérez en 28-7 dans ce deuxième secteur, là où Valtteri Bottas a signé 28-1 sur de la gomme rouge également. Mais il reste loin de son coéquipier. Ah oui, oui. On voit que ça sourire parce qu'il n'a pas réussi à aller joindre la corde. Non, le virage à gauche. Senna avait abandonné devant toi, bah dis Pareil que donc. pour Bottas, D'accord. Pérez qui perd du temps dans le dernier secteur et donc n'améliore pas son chrono. Pas d'amélioration. Esteban Ocon, lui, est en train d'améliorer, même si ça patine un tout petit peu en sortie du dernier virage. Ça devrait faire un meilleur temps personnel au passage de la ligne. Et un troisième temps pour Esteban Ocon. 1:33.821. Ah, bien devant les deux Red Bull. Il y a du rythme dans cette Alpine. Et vous apercevez ici Elena, la compagne du Français.
Justement, Esteban Ocon, écoutons-le, y a-t-il un esprit un peu revanchard? On se souvient qu'il n'avait pas pu passer la fin du premier secteur ici en 2018. Il n'était pas engagé en course en 2019. C'est ça. Vient-il ici Exactement. donc avec un esprit de revanche, Esteban Ocon? Bien sûr, ça sera mieux que de faire juste un tour, mais non, c'est clair que ça fait un moment que voilà, j'ai envie de courir ici sur le Paul Ricard. J'ai eu qu'un Grand Prix de France, malheureusement. En 2019, j'ai pas concouru, et puis la pandémie, donc voilà, c'est un des meilleurs endroits pour nous, c'est clair. Il va y avoir les fans, les supporters, donc on a hâte d'y être. Esteban Ocon, qu'on a vu au même moment, à l'image de Max Verstappen ce matin, aller se faire secouer en sortie du Bosset. Alors, Vettel dans son virage presque préféré. Ah bah lui aussi, hein, pareil, ce livreur extérieur. Verstappen ce matin. Verstappen, Ocon, Vettel. Alors ça c'est la copine à Esteban Ocon du coup. Ils en parlaient tout à l'heure, Elena. Bodos. Bravo Esteban. Et Vettel qui s'adresse immédiatement à la radio à son ingénieur Chris Cronin pour lui expliquer qu'il va falloir vérifier ce fond plat après être allé large. Oui, large en sortie du Bosset. Lewis Hamilton, second du championnat pilote. Boîte de vitesse HS pour Senna, terrible. L'écart est resté le même après Bakou. C'est vrai que la fiabilité à l'époque, c'est pas ça. Ni Verstappen n'ont inscrit de points là-bas. 4 longueurs d'avance toujours pour Max Verstappen au championnat. Verstappen qui aime le sud de la France. Il habite pas loin comme beaucoup de ses camarades. Ouh, là aussi blocage de roue. Roue avant droite décollée. Et qui aime tellement ce circuit qu'il n'a rien lâché sur cette piste depuis le retour Ah bah ouais, hein. au calendrier. Ça donne du charisme d'être pilote de F1. Les 2 années où le Grand Prix a eu lieu 2018 et 2019. Une très bonne vitesse de pointe de la Mercedes. D'ailleurs il est 3ème actuellement. Putain, incroyable. Devant Verstappen quoi. Et tout ce qui s'ensuit sur plusieurs voitures, les 2 Red Bull de Max Verstappen et de Sergio. Est-ce qu'on tournerait pas à vite chez Alpine pour impressionner le monde? Les 2 Alpine, Renault, Vu qu'on est en France, je sais pas, et Esteban Ocon peut-être. bénéficie d'un nouveau moteur thermique, c'est le 2e moteur pour tous ces pilotes, accompagné d'un nouveau turbo, nouveau MGUH, MGUK. Des changements également chez Ferrari de centrale électronique. Nouveau pack batterie pour Valtteri Bottas qui bénéficie également d'un nouveau châssis, on le disait ce matin lors de la première séance d'essai libre. Honda qui introduit donc son 2e moteur. Honda qui maintenant, alors qu'elle a connu des années quand même particulièrement compliquées, charrie un petit peu ses camarades en disant « Ah, je ne pensais pas que Mercedes changerait aussi vite ses moteurs ». On parle des changements qui ont été effectués lors du dernier Grand Prix par Mercedes. Nous, on attend le Grand Prix de France. Voilà, toujours amusant de voir la petite pique envoyée par Honda, qui il n'y a pas si longtemps encore était plutôt dans la difficulté. Mais aujourd'hui, un moteur très compétitif. Un Bottas pour l'instant plus compétitif, particulièrement dans le dernier secteur. On voit qu'il y a 2 dixièmes à l'avantage de Bottas sur Lewis Hamilton. Il tient mieux sa gomme dans la partie sinueuse. C'est un peu le même effet en général qu'il avait en Russie par rapport à Lewis Hamilton et ça a l'air de fonctionner ce week-end ici. Lewis Hamilton aussi là, sort large, hein. C'est les mêmes virages pour à peu près tout le monde. Et ce sous-virage qui emmène la monoplace sur ce libre extérieur. Il y a une bosse là vers la fin. Oui. Ouais, il a amélioré un peu, mais il est toujours 2ème derrière Bottas. Et là, c'est large. Alonso 3ème. Maintenant, Regardez qui pointe à la 3ème place, incroyable. On fait un coucou de la main je sais pas à qui il fait coucou, est-ce qu'on est en fin de tribune? à Leclerc peut-être. Oui. Je suis là, je t'ai vu. J'ai vu que t'es parti en glisse. Alors, de la préparation pour Red Bull avec ici Max Verstappen, Hamilton à la radio. Ouais. Quelque chose ne va Il pas fonctionne avec pas la avec voiture. il n'est pas content de sa Ça commence à se plaindre du côté de chez Lewis. Quand il dit quelque
Ouais, ou que la voiture ne fonctionne pas comme elle devrait. Ah mais en plus il est en médium Bottas. Waouh. Bottas et Hamilton, le châssis. Là c'est dur hein. Hamilton garde le même châssis que... Ça veut dire que du coup, bon, les autres derrière sont en soft aussi comme Hamilton, ça va, mais Bottas a clairement l'avantage alors, hein, ce début de journée, enfin en ce début de week-end au Paul Ricard. Perez n'a pas réussi à améliorer ses chronos en gomme rouge. Et c'est le record du premier secteur. Oui, il va loin, à la limite, il restait peu de contact entre les roues et la ligne blanche à la sortie du virage de la Sainte-Baume. Peut-être qu'ils ont amélioré leur moteur Renault, ouais. 23-0. Une évolution pour le Grand Prix de France. Pour Verstappen. Vitesse de pointe 320 km/h, elle a de la VMAX cette... Et oui, à l'aileron rigide, il était déjà présent Il n'est pas à énorme. Bakou. Ouais. Alors, dans le deuxième secteur, c'est une amélioration personnelle pour lui en 28.3. C'est 2 dixièmes concédés à Bottas, qui a le record dans ce deuxième secteur. Il est légèrement derrière pour l'instant. C'est le dernier secteur qui est compliqué. Avec la gomme rouge, Bottas n'a pas amélioré. Ce qu'on voit, c'est les records encore en gomme médium. 41.5, c'est le temps à battre dans le dernier secteur. Là aussi, tenu par Valtteri Bottas. L'accélération vers la ligne. Et on ne voit pas trop ce qui se passe. Cette fait filmé de tellement proche. Et c'est en avance de 8 millièmes Bravo. de seconde. 8 millièmes et un record de dernier secteur. Il Pour a tenu Max. sa gomme. Incroyable pour Max. Bien géré. La gomme rouge, Christian Horner doit se dire ouf, je préfère voir 8 millièmes à mon avantage que 1 seconde. Putain, il bug le temps, regardez. Verstappen n'apparaît pas. C'est un fantôme en première position. Oui, absolument. Magnifique. Il a déjà fait deux relais sur cette gomme. Il en est à 8 tours sur sa gomme rouge, Perez. Ah, il est content. pas si mal, dit Max Verstappen. Et on dit de rentrer déjà, donc pas de deuxième tour sur la gomme. D'accord. Nous, ça n'a pas fait réagir avec un énorme sourire son ingénieur. Lui avait la banane. Ouais. L'ingénieur, il a pas l'air très content que Max ait réussi à aller aussi vite. Il voulait cacher son jeu. Mon déjà trop montré. En tout cas, il y avait de l'attaque, de l'engagement dans ce premier secteur. La bosse passée au virage du camp. Parce que c'est 4 dixièmes plus rapide que Bottas sur la même gomme. Et c'est ça qui est important. Perez, là, ça le met à 1 seconde de son coéquipier. Ah oui. Y aurait-il un problème sur cette monoplace pour qu'on rappelle Max Verstappen dès son tour terminé? Il rentre à toute petite vitesse, Max Verstappen. Ah, il est dans les 2 derniers virages avant l'entrée dans la voie des stands. Est-ce que les pressions plus hautes aussi imposées depuis ce week-end et la surveillance accrue sur la manière dont les écuries gèrent les températures de pneus et les pressions peuvent venir apporter un peu de problématiques au réglage des monoplaces? On voit qu'Hamilton n'est pas satisfait, quelque chose ne va pas sur sa voiture, dit-il. Est-ce que cela serait lié aux fenêtres de fonctionnement des pneus? On est avec lui justement, Lewis Hamilton. Comparaison de Verstappen et d'Hamilton, un tout petit peu plus de vitesse tenue par Verstappen dans les virages 1 et 2. Même si Hamilton freine très très légèrement plus tard que Verstappen, par contre la vitesse est mieux tenue. Il casse peut-être un tout petit peu plus sa vitesse, Lewis Hamilton. En tout cas, la comparaison est apportée ici par les acquisitions de données. C'est pas de la prévision, c'est vraiment de l'analyse de data. Améliorer ses réglages et pouvoir conserver plus de vitesse dans les virages. Moins de 25 minutes à couvrir maintenant dans cette séance avec un Lando Norris qui est en train d'améliorer sa marque personnelle. Lui aussi chaussé de gomme rouge. Hamilton, tiens, record dans le deuxième secteur pour Lewis Hamilton en 28.1. Battu par par Fernando Alonso, pardon. Fernando Alonso, record du deuxième secteur pour l'Espagnol. Ouais, c'est vrai que la Red Bull
semble un peu en difficulté. Bon, après, on sait pas les quantités d'essence embarquées, hein, c'est toujours pareil. Donc, ça se trouve, Bottas n'avait que très peu d'essence. Et Verstappen en avait plus. Ce qui pourrait expliquer l'écart, mais bon. Ah, c'est pas si mal hein, pour... Et Alonso 4ème. Il améliore, hein, mais Fernando. Il a le meilleur deuxième secteur, mais dernier secteur 5 dixièmes quand même. Ferrari, pas de problème à proprement parler, mais effectivement des difficultés pour Sainz. Très intéressante, oui, sur un retour à la normale ou pas ici, après avoir brillé, après 2 pôles positions enchaînées à Monaco et à Bakou, faut-il s'attendre à un retour à la normale ici? Écoutez, Laurent Mekies. Justement, Laurent Mekies en parle. L'image globale, c'est sûr qu'on s'attend ici à retrouver des places un peu moins favorables que les 2 pôles dont on vient. Cela étant, je ne pense pas non plus que 11e et 16e, ça reflète là où nous sommes. Alors d'une manière générale, c'est une piste avec des virages à haute vitesse, à moyenne vitesse, c'est une piste magnifique. C'est aujourd'hui pas ce qui favorise le plus les caractéristiques de notre voiture, mais d'un autre côté, c'est aussi là où on a envie de progresser le plus. Donc ce matin, on s'est beaucoup concentré sur le rythme en course, qui a été sur les derniers Grands Prix un point de faiblesse par rapport aux pôles qui ont été faites. Donc ça explique en partie le fait qu'on se retrouve 11e et 16e. Donc d'un côté, on s'attend à revenir dans le midfield, on espère le plus possible en haut de ce midfield. D'un autre côté, on a concentré volontairement notre programme sur l'exploitation en course des pneumatiques. Laurent Mekies, le directeur sportif de Ferrari, le midfield de Villeneuve. C'est le milieu de plateau. Le milieu de peloton ou du plateau, effectivement. Alors, contre qui a-t-il Une des deux as, je n'ai pas vu c'était laquelle, mais qui restait sur la trajectoire à l'extérieur dans le double droit, c'est risqué, c'est dangereux. Il s'est écarté à la fin, mais c'est très perturbant. Ce n'est pas l'endroit où il faut se positionner. Très mauvais choix. Alors, il n'y avait qu'une as en piste il y a quelques instants, c'est de Mazepin. Ah oui. Non, mais c'était pas forcément lui, parce que Mick Schumacher est aussi rentré au centre, et je pense que c'était une Alpine d'ailleurs, hein, qui était... Non, il a dit que c'était une as. Ce qu'on a vu sur les replays, ça semblait être une Alpine. Bref, il a été gêné, Sergio Pérez. Schumacher et Nikita Mazepin dans les mêmes chronos, ça joue au centième. Gasly était encore chez Red Bull au dernier Grand Prix de France 2019. Effectivement, vu qu'il y a peu de Grand Prix l'année dernière en France. Russell en 35.2, Latifi en 35.3, Léas en 35. Mais bon, en 2019, il était en difficulté avec la Red Bull hein, quand même. Un peu à la manière d'Albon l'année dernière. Donc il pouvait pas faire grand chose. Hein. Sur son casque, dommage d'ailleurs. Et le patch qu'ils ont mis jaune là, fait de manière assez... Au moins il aurait réussi à gagner à Monza avec la photo, il sait déjà ça. On a mis un scotch aussi ridicule, mais là il cache la marque de bière espagnole à 0 degré d'alcool. Ce n'est pas supposé être sur les deux... Bah là visiblement, ce matin quand on en a parlé de ce casque inspiré de Spider-Man, il y avait, et vous avez été perturbé par ça, le logo du partenaire de Carlos Sainz. Bah là ils l'ont caché. Donc ça dépend si c'est un partenaire d'écurie, qui est devenu partenaire d'écurie ou non. Je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il avait le droit de le faire. Il ne se serait pas mis en infraction par rapport aux obligations contractuelles. Alors pourquoi avait-il été peint depuis le début? Je vais aux infos, Jacques. Merci. Je vous laisse, je reviens ce soir. Voilà. Tu peux me dire demain matin, c'est égal. Ah bah évidemment, dès demain matin d'ailleurs, 10h, on débutera par la course de F3. On laissera évidemment le plaisir à Antoine Arlot et Paul Belmondo de nous commenter la première course du week-end de F3. Oui, en live 3, bon, je streamerai pas. Hein. 40, parce qu'il sera de la Formule 1, la dernière séance d'essai libre, à vivre sur Canal Plus Sport, suivi du documentaire. N'oubliez pas, à 13h50, documentaire exceptionnel sur Paul Ricard, le pionnier des circuits. Vous découvrez l'histoire de ce tracé, et croyez-moi, pour avoir vu le documentaire, vous allez apprécier. On va retrouver des grands noms de la Formule 1. Alain Prost en a parlé avec Thomas Sénécal tout à l'heure, mais également Jean Alési qui avait réalisé des débuts incroyables ici en Formule 1 au Paul Ricard. Ce sera à 13h50 sur Canal+, avant les qualifications à 14h45, qualification de ce Grand Prix de France 2021. Un bon travail opéré jusqu'ici et exécuté par Fernando Alonso. Il a chaud dans sa monoplace. Il fait chaud au Castellet cet après-midi. 27 degrés dans l'air, 46 degrés au sol.
calme avant le rush de la dernière partie de cette séance d'essais libres, qui devrait permettre de déterminer le choix du pneu, notamment pour ceux qui tenteront en Q2 de se qualifier pour la Q3. Passer les médiums serait stratégiquement intéressant vu la dégradation pour l'instant en vue du Grand Prix dimanche, à moins bien sûr que la météo ne se complique et que les risques de pluie déjà corrects s'élèvent encore plus. Pour l'instant on est sur du 40-50% de risque de pluie dimanche. Bottas. Rythme beaucoup plus élevé que ce matin, dit Valtteri Bottas. Gasly a fait un truc propre pour bâcher les Autrichiens après avoir été pris pour un coup. Ça se lit dans son regard. Bah, c'est ce qu'on lui souhaite. Hein. Le milieu du plateau ou du peloton, mais plutôt la partie basse, 15e et 16e à l'heure qu'il est. Avec maintenant ce travail effectué sur la gomme médium pour Sébastien Vettel et pour Lance Stroll d'ailleurs aussi. Ah, Gasly inférieur à Tsunoda, nous dit l'homme sans pseudo, avec des underscores et un avatar blanc. Magnifique. Le moteur au bas qui a gardé ses propriétés sonores, hein, qui garde ce son toujours aussi rauque. Oui. Tsunoda, disons que bon, il peut faire du très bon comme du très mauvais. Alors je suis pas trop convaincu par lui encore. Hein. Et surtout, il est extrêmement insultant et énervé à la radio à chaque fois, envers ses ingénieurs. Il faudrait peut-être le rappeler alors dans 2 fois. Mais son entrée est assez tortueuse. D'ailleurs, Pérez qui a été pris par la patrouille ce matin à 76 km/h. Il avait dû penser que c'était 80, mais non, c'était 60. Oui, de toute façon, c'est pas lui qui règle cette vitesse. Donc il a payé l'Allemand de plein pot. Hein. C'est 1 000 € maximum d'amende. Et bien, 1 000 € d'amende pour Sergio Pérez. Du coup privé de dessert ce soir. Tom Stallard que vous apercevez ici, qui du pouce indique que l'on peut démarrer le moteur de Daniel Ricciardo. McLaren un petit peu plus discrète pour l'instant, 10e et 14e. Bien que beaucoup s'attendent à les voir briller, les McLaren ce week-end. Elles ont, c'est vrai, une vitesse de pointe assez spectaculaire. Oui, puis normalement elles sont bonnes dans les virages rapides ou les longs virages et mauvaises dans les virages lents et serrés. Un peu comme les Mercedes. Alors, il y a la queue à la sortie des stands. C'est pas la pompe à essence, hein, elle se trouve pas là. Et la zone est respectée pour s'élancer devant les garages FIA. Bon. Ils partent de loin, ils ont de la marge. Je la trouve quand même dangereuse cette sortie des stands parce qu'ils arrivent en pleine trajectoire. Oui, elle aurait pu être faite différente. Elle aurait pu aller jusqu'au virage et de rentrer par l'extérieur du virage. C'est pas la place qui manque hein, ici. Non. Mais, ou même prendre l'échappatoire, faire une chicane et rentrer après le virage 1 et 2 pour que ça ne soit pas dangereux. Il y avait pas mal de très long, mais mais c'est pas grave. Il y en a des pit lanes avec des entrées longues, des sorties longues. Là, elle sort en pleine trajectoire, zone de freinage, c'est dangereux. Alors en Normandie, ça a baissé là quand même. Il fait 24 degrés dehors. Donc il y a eu quelques orages et pas mal de pluie hier. Cette nuit aussi, donc ça s'est un peu refroidi. Mais c'est vrai qu'il y a 2-3 jours on était autour de 30, hein, voire plus, donc c'était assez chaud. Et j'imagine même pas dans le sud de ce que ça devait être. Un nouvel élément qui mesure
Ou dans le centre même, parce que moi je suis pas très loin de la mer, je suis à 60 bornes. Donc ça va, mais ceux qui habitent dans le centre, par exemple, ou en région parisienne, c'est plus dur déjà, niveau chaleur. En tout cas, au Castellet, il fait beau. Hein. Dans le sud-est. Je vais regarder la météo, tiens, voir s'il y a des risques de pluie, mais je pense pas. Regardez ça, un médiocre 96% par rapport aux capacités de sa monoplace, vraiment. On est en période de bac, donc on donne des notes aux pilotes. Donc là, voilà, évaluation. Il est près de nous, leurs chiffres. Je sais pas. Là, franchement, celui-ci, je l'attendais avec impatience parce que être capable de juger de l'implication, oui. Alors, dimanche. Des pilotes, on ne sait pas dans quel état. Ah, il y a des risques, quelques averses faibles, dimanche. Bon. Ça serait bien que ça arrive pendant la course, de préférence. Why not? Ça pourrait mettre un peu de piment à cette course, parce que sinon on va s'emmerder. Hein. Plus long terme qu'on adopte, hein. On est en train de s'engager pour du long terme. Il donne de la crédibilité à notre projet, et puis moi il me donne un driver de performance, au mauvais jeu de mots, garanti. Esteban, pour moi, est au moins au niveau de tous les... je ne donnerai pas de nom, mais deuxième driver des top teams, au moins à ce niveau-là. Donc à minima j'ai ça, et je pense qu'il a largement plus, il a du potentiel de champion, donc je ne vois pas pourquoi je me priverais de garder ce pilote avec moi sur les 3 années qui suivent, c'est-à-dire 3 années d'une réglementation bien identifiée. La 3e étant importante, puisque l'objectif est de progresser d'année en année, de la première jusqu'à la 3e, et on sait combien il est difficile d'intégrer un nouveau driver dans une écurie aujourd'hui, c'est vrai pour tous les pilotes dans toutes les écuries, donc on n'a pas envie non plus de se retrouver avec une 3e année où on aurait besoin d'une période d'adaptation. Ce sera une année où chaque année est comme ça, mais une année où chaque course compte, chaque point compte, et on compte bien sur Esteban pour construire jusque-là une performance solide. Ok. Ok Thomas. Alors il dit que Ocon il a la performance des deuxièmes drivers des grosses équipes. Ouais, ok, ça veut dire qu'il est aussi performant que Bottas. Ouais. Il y a 1m86 à loger dans cette monoplace. Regardez, il aurait pu dire il est aussi bon qu'Hamilton, ça aurait été mieux. Latéral, c'est haut. Alors il passe les examens et les contrôles de la FIA. Il a bien plié son coup. À se tasser un peu dans son dos. Oui. Mais effectivement, il est aux limites réglementaires. L'autre pilote qui est haut dans sa monoplace, c'est Leclerc. Oui, il conduit haut, lui, volontairement, parce qu'il est plus petit en taille que Esteban Ocon. Vous aimez quoi, Jacques, vous, en Formule 1? Conduire plutôt bas, avoir le champ de vision vraiment bas, ou au contraire voir un peu au-dessus? C'est rarement un confort en F1, mais... Faut pas être entre deux. Ouais, Allez, plus que 10 minutes dans cette séance. Hamilton 37.9, 38.0. 37.9, 38.0. Ouais, ça ce sont les rythmes de course, et celui de Verstappen pour l'instant est bon. Donc il faut avoir une bonne vision. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient à peu près au même niveau. Plus hein. on est haut, plus on a quand ils se crachaient pas l'un et l'autre. Entre eux. C'est vrai qu'à un moment c'était chaud entre les deux. Sécurité, maintenant avec le halo c'est moins important. Hamilton, les chronos 37.9, 38.0, c'est ce que l'ingénieur de Verstappen lui expliquait et lui donnait comme information il y a quelques instants. Mais les deux plus rapides, ce sont les deux pilotes Red Bull qui roulent à peu près dans le même dixième. Oui, ça c'est la bonne nouvelle, c'est la proximité des performances entre les deux pilotes, c'est ce que recherche l'écurie Red Bull. Oui, mais là, il ne faut pas qu'il se loupe en qualification, parce que si on regarde les chronos d'aujourd'hui, c'est Verstappen premier, Perez 12e. Oui. Ça reste il a beau être rapide en version course, il ne faut pas qu'il parte 12e sur dimanche sur la grille. Il est parti 6e à Bakou, il a gagné. Mais Bakou, c'est toujours une course surprenante. Ici, généralement, c'est un peu plus stable. Je me suis renseigné auprès du directeur du circuit, Stéphane Clerc, hier soir, de savoir comment s'activaient les pompes d'arrosage automatique du circuit ici. Vous voulez aller je voulais éventuellement discrètement mais alors c'est pas juste un bouton. Il m'a expliqué qu'il y avait des pompes à mettre sous pression avant de pouvoir activer l'arrosage automatique. Donc, et il m'a dit sur le ton de la plaisanterie, on ne les a pas du tout mis sous pression pour être sûr que la personne qui appuierait sur le bouton ne déclenche strictement rien. Ah, Mazepin
Ian Williams, ça faisait longtemps. Un pilote qui s'est vengé. Oh, il n'y a pas eu de vengeance, le mec était dans son tour. Voilà, le passage. Verstappen a pris le dessus. C'était Ouais, pour l'instant, 8000, c'est pas. oui, c'était George Russell. Ouais, c'est George Russell qui se faisait. Ocon n'aura jamais le niveau de Gasly, par contre, il a le budget. Alors, moi, je serais d'accord pour dire que Gasly est un peu meilleur qu'Ocon aussi. Mais ça se joue pas à grand chose quand même. Sur le rythme de course, les Red Bull sont là, leurs pneus sont plutôt jolis de ce que l'on voit. Par contre, quand tu dis il a le budget, je suis pas sûr qu'Ocon ramène beaucoup de pognon à Alpine non plus. De course, mais je sais pas quelle gomme il a. Et je vous réponds, mon cher Jacques, Valtteri Bottas, il termine sa séance en gomme médium. Des pneus qui ont. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de sponsors personnels à ramener chez Alpine, mais bon. On est sur Ouais, la même gamme de pneus en ce qui concerne la dureté qu'il y a 2 ans ici même. Et depuis, les pneus ont été renforcés. Oui, l'asphalte a été changé aussi. L'asphalte a été refait au moment de l'annonce de l'annulation du Grand Prix. Moi je dis souvent que le Grand Prix de Malaisie revienne parce que j'avais été le voir. Le Grand Prix de Malaisie 2009, c'était une surprise de ma femme et j'adorais ce Grand Prix. Ah ouais, t'as été en Malaisie, putain. Pas mal, hein. Pas mal, pas mal. C'était pas d'ailleurs le Grand Prix où il y avait eu la course arrêtée, des demi-points marqués ou je sais pas quoi. En 2009, c'était pas ça l'idée. C'était la Malaisie, je crois. Hein. Oh, dis-nous, c'est ça, Thomas. Il me semble que c'est celui-là. On peut plus évacuer aussi facilement, mais sur un écoulement d'eau, c'est difficile à évacuer. C'est compliqué. Mais en tout cas, l'écoulement a été revu grâce notamment à un travail de drone. Et l'asphalte et l'enrobé donc refait sur le circuit. Ah oui, il était hors trajectoire, on avait entendu le ouais, d'accord, je vois. Et qui ruine il y a eu de la pluie à fond, des torrents de pluie et tout. C'était infernal. J'ai l'impression que la dégradation est énorme aujourd'hui, vu la chute des chronos et des erreurs qui sont très loin des temps, oui. Bah après oui, la Malaisie, c'est sûr que pour la pluie, en général, il y en a, hein, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas le pire, hein, la Malaisie, franchement, ouais, il peut être pas mal. Reste à voir si vraiment ça va se concrétiser ou pas, le retour de la Malaisie. Et Hamilton qui sort large, terrible. Pas très à l'aise, hein, Hamilton, hein, dans ses séances d'essai, là. Il est un peu en dessous de Bottas, il faut le dire. Alors ce week-end, on élucide les problèmes pneumatiques avec plus de contrôle. On élucide les problèmes de flexion de l'aileron arrière, en tout cas de flexibilité avec plus de contrôle. Et savez-vous quel sera le prochain topic, le prochain sujet dès le week-end prochain. Quelqu'un me confiait dans le paddock hier, un responsable de l'écurie me disait le week-end prochain, ce sera l'aileron avant, ça va pas louper. De toute façon, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Maintenant que ce sont 2 équipes différentes qui se battent pour le championnat. C'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Lorsqu'il n'y avait que Mercedes, bon, tout le monde laissait faire. Bottas et le management de Valtteri Bottas qui a ouvert les discussions avec d'autres écuries, qui essaye de préparer l'avenir de son pilote. Il n'y a pas beaucoup de place à aller chercher, et en plus sur un début de saison tellement décevant que ça n'aide pas. Pour qu'aujourd'hui Mercedes décide de conserver sa confiance à Valtteri Bottas, il faudrait un enchaînement de courses assez incroyable pour... C'est la même histoire à chaque année. Il n'y a jamais une saison complète qui soit à la hauteur. Bottas vise 3 victoires en 3 week-ends. On rappelle qu'on est lancé tous ensemble sur Canal pour 3 week-ends de Formule 1. Avec 3 victoires pour Bottas. Il ne vise pas moins que 3 victoires au Grand Prix de France. Peut-être qu'il bluffe Hamilton. Au Red Bull Ring le week-end prochain pour ce qui sera dénommé le Grand Prix de Styrie, et toujours au Red Bull Ring le week-end suivant pour ce qui sera appelé le Grand Prix d'Autriche. Ah bah vous gagnez 3 courses d'affilée, vous commencez de nouveau à faire douter vos patrons. Oui. À chaque fois. Verstappen qui était pas loin de nous faire sur le rétrogradage comme Vettel ce matin. C'est ça.
Donc déjà beaucoup de freins moteurs sur un long virage. Ouais, les Aston Martin là c'est compliqué. Hein. Rétrogradage donne le coup de trop. Alors, ne pas suivre au live timing, hein, c'est bien Russell hein, qui est 19ème. D'ailleurs, il est plus 19ème, il est 17ème normalement. Donc ça n'est pas mis à jour. Je vais actualiser le live timing au pire, ça va être plus simple. Si elles sont déjà à la limite en surchauffe, ça lâche. Et là, on vient de voir Verstappen Tac. au large, les 4 roues à l'extérieur. Eh ben, je me dis que ce soir, alors par contre, il faudra que je remette le temps. Ouais, Russell est 17ème, c'est bon. Eh ben, le sujet notamment des doubles drapeaux jaunes à Bakou. Souvenez-vous que McLaren s'était emporté à la radio en direction de la direction de course en disant que Tsunoda a absolument pas ralenti suffisamment sous double drapeau jaune. Réponse cinglante de Michael Masi, le directeur de course, en disant mais vous étiez tous beaucoup trop rapides pour des doubles drapeaux jaunes. Et il est prévu que Michael Masi évoque ce sujet et rappelle à l'ordre tous les pilotes. Il faut pénaliser tout le monde. Hein. Double drapeau jaune, vous devez être dans l'obligation de vous arrêter immédiatement s'il y a un problème. Ils ont pas pénalisé tout le monde, ça aurait été drôle. Regardez, j'ai ralenti alors qu'il n'y a aucun ralentissement qui a été effectué. Mais de toute façon, il n'y a pas une règle précise, donc aucun pilote ne veut perdre 2-3 secondes sur un autre. C'est le problème de ces drapeaux. Complètement. La règle est trop floue. Et certains ont jugé que la voiture de sécurité avait été annoncée trop tard, plus d'1 minute 30 après l'accident de Max Verstappen. Long relais, Red Bull est à la je sais pas, j'ai pas vu les temps des longs relais, je sais pas. C'est une blague. On verra leur déclaration ce soir de toute façon. C'est un endroit où les voitures arrivent à plus de 300 km/h. Je ferai la vidéo, je pense, débrief des essais vers 19h30 pour la mettre à 20h quoi. Après. En espérant qu'il y ait la plupart des déclarations de dites à cette heure-là. Je pourrais pas faire plus tard de toute façon. La version 3 peut-être demain donc avec on verra bien. la sortie du virage de la Sainte-Baume, qui est donc le virage numéro 6, fin du virage 6, qui pourrait être rappelé aux pilotes. Puisqu'on vient de voir 4 roues à l'extérieur de la trajectoire et de la ligne blanche, en tout cas pas de la trajectoire, de la ligne blanche. Les derniers instants de séance et un dernier tour à venir, d'autres ont choisi immédiatement le retour au stand. Toujours pas de mise à jour les points. Nul ce live timing. Beaucoup d'espace. C'est vrai. Alors, le rythme qualificatif nous donne pour l'instant un Valtteri Bottas référent. Ça, c'est sur le tour idéal, s'il avait réuni tous ces secteurs, ce qui n'est pas le cas puisque Verstappen est le plus rapide dans le secteur 1 et 3 et Alonso le plus rapide dans le secteur 2. Donc, ça, c'est sur la base de secteurs parfaitement réalisés et additionnés les uns aux autres. Bottas référence devant Hamilton à 2 dixièmes, tout comme Verstappen, hein, au même niveau qu'Hamilton. Derrière, par contre, un gouffre. Verstappen avec un écart assez avantageux hein, sur son coéquipier, 7 dixièmes. Pérez donc à plus d'une seconde du temps référence, à près d'une seconde du temps référence. Alonso Leclerc, c'est le même écart. Norris Ocon. Ce sont donc là les temps théoriques les plus rapides pour chaque pilote et ça mettrait Mazepin devant Mick Schumacher sur encore une fois un temps théorique. Latifi devant Russell, là aussi sur un temps théorique. Mais ce temps, encore faut-il le faire, pas un temps théorique, mais un temps idéal. Parce que le temps idéal de Bottas, c'est en mixant 2 types de gomme, de toute façon, donc ce n'est pas très réaliste. Je vous laisse avec ce tableau. Là aussi, le drapeau à damier vient d'être agité, les feux passés au rouge pour signifier la fin de cette deuxième séance d'essai libre, la fin de cette première journée de travail pour les Formule 1. Qui ont donc maintenant rendez-vous sur la piste, en tout cas demain à partir de 11h40 pour la dernière séance d'essai libre. Et le plus rapide, c'est Max Verstappen. Soulagé, semble-t-il, Max Verstappen après une première séance d'essai libre difficile. Une entame de deuxième séance pas forcément très simple. Hein. Il concédait une seconde de retard. Mais il a fait un gros tour parce qu'il semblait très satisfait. Donc c'était pas un tour en dessous de la limite. Alors je sais pas si Russell va gagner tous les grands prix, mais il pourrait être très performant, oui, c'est sûr. Le gagner entre sa troisième place de la première séance d'essai libre et son meilleur temps. About those yellow curves on the exit there, you know, we just did a shed load of damage to our car, and we weren't. I'm pretty sure that Max didn't end up there on purpose. It just seems to be such a huge penalty for a minor indiscretion on a driver's part. I wonder whether you consider
removing half of them, or They were actually there in 2019, funnily enough. yeah, but we know that these cars use different areas. Ah, dis donc, conversation radio là, entre Red Bull et la FIA. Like I say, it just seems the penalty Super longue quoi. wide, which could be a timing loop, is about 100,000 quid. I do recall, I think I've heard a number of team principals and drivers ask for physical limits, Jonathan, as well. I'll have a look at it all this evening. Alors, Salut Antoine Martel. On va tout vous traduire. Tous ces messages radio. C'est long, ouais, c'est long. On va vous traduire. Hein. C'est la voix de Jonathan Whitley chez Red Bull que vous entendiez, le directeur sportif, et la voix de Michael Masi que vous avez entendu, le directeur de course de la FIA. Jonathan Whitley demandait est-ce que tu pourrais considérer, Michael, il y est allé avec un pas feutré. Hein. Est-ce que l'homme que Jonathan Whitley, c'est l'homme le plus à gauche de votre écran, que vous voyez de dos, avec les cheveux gris, et à ses côtés d'ailleurs Pierre Vacher, le directeur technique. Et donc il demandait est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'enlever la moitié de ces vibreurs jaunes que vous voyez ici, parce que comme on avait voilà, sur une boucle électrique, parce qu'il dit, eh bien, les pilotes, pour une toute petite erreur, pour un tout petit écart, ils payent très cher. Et Michael Masi répond, mais ils étaient déjà là en 2019, ces vibreurs. Oui, mais on ne roule plus avec la même aéro, Michael. Oh là là. Pour une petite erreur, c'est une grosse pénalité. Donc, est-ce que tu pourrais envisager d'en enlever la moitié et voilà, ça discute à la radio. Oui, et Michael Masi a dit, les pilotes demandent... Non mais c'est aux pilotes de pas sortir large aussi, à un moment donné, c'est bon quoi. Les pilotes demandent des limites physiques, et voilà, il y en a. Il y en a des limites physiques. Donc d'un côté, les pilotes demandent des limites physiques. Quand il y en a, ça vient pleurnicher, on peut le dire. Hein. Ça vient pleurnicher à la direction du Tu penses que Russell va couler, putain. Le ton de Jonathan Whitley, est-ce que tu pourrais considérer que peut-être, dans une éventualité certaine, d'enlever quelques vibreurs? Non. Oh non, mais faut enlever rien du tout, Red Bull là. Les pilotes ont qu'à respecter les limites de piste, que ce soit Red Bull, Mercedes et les autres, hein, c'est bon quoi. Hein, vraiment. Ah là là. Verstappen donc de Red Bull, insupportable. Mercedes, Bottas, Hamilton dans cet ordre pour cette séance, devant Fernando Alonso, brillant quatrième au volant de l'Alpine. Fernando Alonso, le temps de Bottas, vous l'avez précisé, hein, déjà Jacques, a été fait en médium. Alonso quatrième devant Charles Leclerc, ça va mieux cet après-midi pour le pilote Ferrari. Esteban Ocon toujours dans le coup, sixième devant son compatriote Pierre Gasly, septième. Ferrari qui place sa deuxième monoplace grâce à Carlos Sainz au 8e rang, devant Kimi Raikkonen, top 10 pour Kimi Raikkonen, et Lando Norris à cette 10e place justement. Antonio Giovinazzi n'est pas loin, 11e temps devant Perez et Yuki Tsunoda. Daniel Ricciardo est 14e devant les Aston Martin de Vettel et Stroll qui ont réalisé leur meilleur temps en médium. Suivent les Williams de Russell et Latifi, les Haas de Schumacher et Mazepin. Bon, bah voilà, hein, pour cette séance numéro 2, je vais vous quitter ici, moi, pour ma part. On se retrouve à quelle heure? Demain midi, je crois. Je vais vérifier avant de vous dire des bêtises. Il me semble bien que ce soit midi. Je vais revoir mes horaires sur le salon Discord. C'est bien midi, sur Canal+ Sport, exactement, midi 13h. Très bien. Voilà, donc midi demain pour les essais 3 et 15h les qualifs, toujours sur la même chaîne YouTube, Team Stories. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à demain, et on fera un petit débrief sur Team F1 de toute façon, ce soir avec une vidéo des déclarations des pilotes. Allez, bye bye.